Bienvenue dans le cœur du cœur. Bienvenue dans la peau, bienvenue dans le ventre. Bienvenue là où ça bat et ça vibre. Bienvenue là où ça frissonne. Bienvenue là où personne, ni moi, ni vous, n'a l'habitude d'aller. Bienvenue là où les choses essentielles, les traits de fusain, les traits de pinceau, les traits de crayon, les mélodies de soleil et de pluie, les chansons, les poèmes, les romans, les aquarelles, les symphonies, les requiems, les photographies et les gravures, et les sculptures et les chorégraphies, là où la danse, les images, les mouvements, là où les films et les sons, là où tout, finalement, tout ce qui nous chavire et nous illumine, naît, là, précisément, en coulisses, derrière le rideau, dans les veines, entre les lignes, dans l'ADN, et même plus loin que ça. Bienvenue dans la trame, avec un accent circonflexe. Trame, T-R-A, accent circonflexe, M-E. Une trame avec l'âme, c'est-à-dire ce qui raconte pourquoi. Pourquoi, comment, un matin de tornade intérieure, on a fait ça. Pourquoi on a créé et comment on continue. Quelle force nous pousse. Qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qu'on veut dire, faire, raconter. Voilà, la trame, c'est ça. Je m'appelle Alison Migori, je suis photographe. Dans la trame, je cherche à comprendre ce qui dicte nos trajectoires. Mes invités sont des artistes, des femmes, des hommes qui créent. De mon côté du micro, j'explore leurs lignes de traverse. C'est doux, vous verrez. C'est surtout fou. Allez, on y va. Bonsoir Anne-Charlotte. Bonsoir Alison. Je suis ravie de t'avoir dans ce 4e épisode de podcast. Dis-moi, comment vas-tu vraiment là, maintenant, tout de suite? Alors, comment je vais là maintenant tout de suite? Écoute, je me sens très heureuse d'être ici avec toi, contente de cette première journée de la semaine, puisqu'on est lundi soir. J'ai passé une journée autour de la création, de l'échange, des projets à venir, donc je me sens chanceuse de cette journée. Génial. Nous sommes le lundi 18 novembre, à l'heure où nous enregistrons ce podcast. Il est 17h27. Anne-Charlotte, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter sans parler de ton ou tes métiers? Challenge. Eh bien, je m'appelle Anne-Charlotte, je vis au bord de la mer à Saint-Malo. J'aime lire, créer, imaginer. Le beau me nourrit, l'art me guérit quand il y a besoin de guérir. Et j'aime, oui, je dirais que les deux, en tout cas deux des fils qui m'animent dans la vie, c'est à la fois la création et la transmission. D'accord. Je crois qu'on pourrait dire ça. Du mystère, j'adore. Anne-Charlotte, de ce que je sais de toi, tu pourras me corriger ensuite et développer ensuite, mais tu as été éditrice. Tu accompagnes aujourd'hui des personnes qui souhaitent éditer leurs ouvrages. Tu conseilles, tu accompagnes aussi, tu organises des ateliers d'écriture et tu es autrice. Je t'ai d'abord connue autrice, en tout cas, je crois. Ton premier livre s'appelle Histoire du soir pour les adultes qui ont peur du noir. Il est sorti en quelle année? Il est sorti en 2020, en septembre 2020. D'accord, septembre 2020. Et dis-moi, as-tu peur du noir? Je n'ai pas peur du noir. L'idée de ce livre, c'était de renouer avec le plaisir, le rituel de l'histoire du soir. Un rituel qui est très présent dans l'enfance, qu'on a souvent eu quand on était enfant et qu'on remet en place le jour où on a des enfants. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on perd ce plaisir-là, ce rituel-là quand on est adulte pour soi? Donc j'ai eu envie de retrouver ce rituel-là pour les adultes et autour de moi, j'avais aussi beaucoup de gens qui me disaient qu'ils aimaient lire,
qu'ils aimaient lire le soir avant de s'endormir, mais que souvent ils étaient tellement fatigués, épuisés de leur journée, qu'en fait, s'ils prenaient un roman, ils s'endormaient au bout de 3 pages, et le lendemain soir, ils avaient tout oublié, donc ils relisaient les mêmes 3 pages que la veille, et ça créait de la lassitude et de la frustration. Je comprends. Et donc, j'ai eu aussi envie de proposer des histoires pour adultes, des histoires courtes. Et en fait, ce livre, c'est surtout qui est plus révélateur, c'est son sous-titre qui est Histoire méditative pour le bien-être psychique. Et en fait, il y a 30 histoires, 30 nouvelles qui à chaque fois explorent on va dire une question du quotidien. Donc, ça peut être la difficulté à faire un choix, à se mettre en colère, à faire face à l'imprévu. Et à chaque fois, j'ai inventé une situation, des personnages, un lieu différent. Donc il y a 30 histoires comme ça, et l'idée, en tout cas la proposition que je fais au lecteur et à la lectrice en début d'ouvrage, c'est d'ouvrir le livre au hasard, pas forcément lire les histoires dans l'ordre chronologique, mais d'ouvrir au hasard et de lire l'histoire qui s'invite et de laisser résonner en nous. Et si jamais ça fait écho avec des problématiques peut-être personnelles, de laisser infuser et de méditer dessus. D'accord. Donc là, voilà, l'histoire de la peur du noir, c'était plus pour jouer avec ce côté, les peurs de l'enfance, et voilà, cette idée vraiment du rituel du soir, de retrouver ce rituel du soir cher à l'enfance. Génial. Et d'où te vient ce goût pour l'écriture? C'est quoi ton parcours? Par où tu es passée pour en arriver là? Alors, je pense que ça vient d'abord de l'enfance, où chez moi, la lecture avait une grande place. Quand j'étais enfant, toute petite, ma mère nous lisait une histoire à mon frère et moi en début de journée. Il y avait une histoire pour commencer la journée, il y avait une histoire pour la finir aussi avant de se coucher. D'accord. Donc il y avait une grande place à la lecture. Donc je crois que mon rapport à l'écriture, en fait, commence par le goût. Ouais, par la lecture et par le goût de la lecture. Ouais. Et j'ai retrouvé d'ailleurs récemment, j'ai écrit mes premiers livres, entre guillemets, avant même de savoir écrire. Parce que j'inventais des histoires que je dictais à ma mère, ma mère les écrivait, moi je faisais les illustrations, et j'ai retrouvé des petits livres. Comme des petits journaux. Ouais, comme des petits journaux, et et je pense que ma mère soit le faisait, soit m'invitait à le faire, à relier en cousant les pages entre elles. D'accord. Donc il y a eu ça. Je me souviens aussi d'avoir enfant participé à un concours d'écriture organisé au moment des fêtes de Noël par un grand magasin parisien. Et donc voilà, donc très vite quand même la lecture et l'écriture entrent dans ma vie. Et moi je suis une vraie littéraire. Je me suis à l'enfance, l'adolescence, j'ai beaucoup lu. Donc de manière assez naturelle, je dirais, j'ai choisi de faire des études de littérature. Donc ça a commencé par 2 ans de prépa littéraire à Paris. Et puis, je suis entrée en licence de lettres modernes à la Sorbonne, à Paris 4. Ok. Avec aussi un prisme d'étude de la littérature francophone, donc s'ouvrir à d'autres littératures que la seule littérature française. Et je suis partie en Espagne pendant 1 an en échange universitaire, où là je me suis intéressée à la littérature comparée, et je me suis aussi immergée dans la littérature espagnole puis hispanique. Ok. Voilà, et donc et je pense qu'à ce moment-là, j'avais plusieurs aspirations. J'ai cité entre le journalisme, la médiation culturelle et l'édition. Et c'est l'édition qui me fait l'édition. Pourquoi? Parce que ma famille est originaire de Bretagne. J'avais notamment ma tante qui vivait à Saint-Malo, et je passais les vacances d'abord chez elle, puis ensuite mes parents ont eu une petite maison de vacances à Saint-Malo. Et j'allais alors soit avec mon père, soit avec ma tante
au festival que propose Saint-Malo, en l'occurrence Quai des Bulles pour les BD Ouais. et Étonnants Voyageurs pour la littérature. Et je me souviens être allée à ces festivals voilà, enfant, adolescente, et que je voyais les auteurs dédicacer les livres. Je voyais aussi qu'il y avait plein de gens autour d'eux. Il y avait des libraires, mais il y avait l'air d'avoir aussi d'autres personnes Qui était-il? qui étaient Qui sont-ils? Et en fait, je me souviens m'être dit un jour, moi, je veux être derrière la table. Je veux être pas seulement en train de faire la queue pour attendre une dédicace, mais je veux faire partie de ces gens qui accompagnent les auteurs et qui sont au plus près de la création. Ok. Et tu es passée de l'autre côté de ces tables? Et je suis étonnant. Ah, Étonnant Voyageur, oui. Étonnant. Voyageur, oui. Ok. Et donc, c'était l'édition. Et après ma maîtrise de lettres modernes, j'ai fait 1 an de stage aux éditions Larousse et au Théâtre du Rond-Point à Paris, qui à l'époque éditait une revue théâtrale qui était liée à la programmation de ce théâtre. Et pendant plusieurs mois, j'ai été l'assistante de la rédactrice en chef de cette revue qui s'appelait Les Carnets du Rond-Point. Et là, j'ai pu et bien à la fois être au cœur d'un théâtre où il y avait une vraie ébullition créatrice, puisqu'il y avait les répétitions, il y avait une librairie d'ailleurs aussi au sein du théâtre, donc ça bougeait beaucoup. Et puis, c'était, après les éditions Larousse, un autre aperçu de l'édition et de tout le travail, à la fois, bien sûr, de journalisme, parce qu'il y avait une partie d'interview d'acteurs, de metteurs en scène, et d'auteurs de théâtre aussi, mais puis aussi toute une partie éditoriale de travail sur le texte, un travail de mise en page, un travail aussi de choix du papier. Et ces premières expériences m'ont confirmé mon goût et mon envie de travailler dans ce milieu-là et m'ont permis ensuite d'intégrer un master d'édition, en l'occurrence à l'Université de Rennes. Où tu enseignes Où j'enseigne aujourd'hui. Et le métier de l'édition. exactement. Et donc j'enseigne aujourd'hui dans le master que j'ai fait à l'époque en tant qu'étudiante. Et à ce moment-là, bien sûr, je ne pouvais me douter qu'un jour je me retrouverais enseignante à la place de mes professeurs. Exactement. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ce constat-là? Il y a de l'amusement, il y a la prise de conscience des surprises de la vie aussi, que nous arrivent des choses qu'on ne peut pas imaginer. Et aussi une part de voir une partie du chemin parcouru qui me permet aujourd'hui d'avoir acquis un certain nombre d'outils et d'expériences qui me permet à la fois d'être passée de l'autre côté des stands au salon littéraire et de l'autre côté de la chaire professorale à l'université. Du coup, tu as travaillé dans l'édition des années en tant que salariée. Oui. Et moi, quand je t'ai rencontrée, tu étais déjà à ton compte. Oui. Mais depuis longtemps déjà. En fait, je me suis mise à mon compte tout début 2020. Okay. Avant l'époque de confinement et juste avant. Parfait. Et alors, ce qui est assez intéressant quand même, c'est que donc moi j'ai été salariée en gros de 2006 à fin 2019. Donc pendant 13 ans, j'ai été salariée de différentes maisons d'édition, donc éditrice, puis responsable éditoriale. Et c'est vrai que au bout de ces 13 années, j'ai eu envie de m'installer en tant qu'indépendante pour avoir plus de liberté, pour pouvoir travailler dans différents champs, pour pouvoir laisser de la place à ma propre création et à ma propre écriture. Et aussi parce que j'avais envie de quitter Paris et de venir m'installer au bord de la mer, même si pour avoir, j'ai un peu cheminé avant de poser mes bagages à Saint-Malo. Ouais. Mais il y avait vraiment cette envie de vivre au bord de la mer. Et à l'époque, on est fin 2019, c'est avant cette époque d'épidémie qui va mettre le télétravail au centre de nos activités. Et à ce moment-là, dans l'édition, en France en tout cas, l'édition est encore très centralisée à Paris. Ouais. Et donc, si j'ai envie de quitter Paris, la seule possibilité, c'est de m'installer en indépendance.
Ok. Et donc, je vais cheminer comme ça. Et c'est vrai que pendant toute l'année 2019, je vais dire à mes amis, objectif Saint-Malo début 2020, Saint-Malo début 2020. Et j'étais un peu... il y a eu quelque chose en moi qui était convaincu qu'il fallait plus être à Paris début 2020. Tu as bien fait. Et Intuition, je c'était pense. vraiment intuition. Et c'est vrai que, alors je n'étais pas à Saint-Malo, parce que j'ai d'abord posé mes valises pendant 2 ans et demi à Nantes. Mhm. Mais c'est vrai que quand tout ce qui nous est tombé dessus, je me suis félicitée d'être à Nantes plutôt qu'à Paris. Est-ce que ça t'a drivé finalement la situation, le contexte comment t'as développé dans ce contexte-là? Alors, en termes de production, de travail, du point de vue de l'édition, euh, il y avait, enfin, tout continuait, en tout cas la production des livres à venir continuait. Et comme l'édition, c'est un temps long, en fait, publier un livre, ça demande beaucoup d'étapes de travail. Ok. Et donc, en tant qu'éditrice, j'avais plusieurs auteurs, plusieurs manuscrits que j'accompagnais. Et D'accord. donc, l'activité n'a absolument pas baissé Non. à ce moment-là. Et j'ai l'impression, d'un point de vue extérieur, que beaucoup de personnes ont aussi mis à profit ce temps un petit peu off, un petit peu hors du temps finalement, pour se concentrer sur ses projets plus personnels et justement développer ses projets d'auto-édition ou d'édition Oui, il y avec ton a accompagnement. énormément de gens qui se sont mis à écrire pendant le confinement. Ce qui fait qu'on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sortent des livres en France, Oui, notamment. en vrai, oui. Sûrement. Et puis c'est vrai que ça a submergé les éditeurs, les maisons d'édition qui, après le Covid, se sont retrouvés ensevelis sur une avalanche d'envoi de manuscrits encore plus grande que d'ordinaire, ouais. À titre personnel, ça a été vraiment plutôt une chance parce qu'en fait, juste avant le confinement, je signe un premier contrat donc avec les éditions de Le Duc pour écrire ce livre, Histoire du soir pour les adultes qui ont peur du noir. Et en fait, l'époque du confinement a été la période d'écriture de ce livre. Et en fait, quand on écrit, quand on est écrivain, en tout cas moi c'est la manière dont je vis les choses, il est nécessaire de se mettre dans sa bulle et il n'y a rien de mieux que de plus être sollicité. Parce que c'est vrai que moi, je sais qu'en tout cas moi j'ai du mal parce que j'avais du mal à être à la fois dans une période d'écriture et en même temps, ça demande de dire non à beaucoup de sollicitations. À un dîner avec des amis, à le théâtre, enfin, ça demande vraiment de s'enfermer un peu dans sa bulle. Et là, en fait, il n'y avait plus à dire non aux sollicitations puisqu'il n'y avait plus de sollicitations. Et donc, moi, j'avoue que cette période de confinement a été assez bénie pour pouvoir justement écrire ce livre dans des conditions qui, moi, me convenaient parfaitement. Donc, ça a été plutôt, du point de vue de l'écriture et de la création, pour moi, ça a été assez, assez chouette cette époque-là. J'imagine. Et comment tu choisis les projets que tu accompagnes? Est-ce qu'il y a une ligne directrice dans les projets? Il y a plusieurs champs en fait parce que dans ma vie d'éditrice salariée, auparavant, j'ai d'abord travaillé plusieurs années aux éditions Autrement, qui était un éditeur de sciences humaines, où voilà, j'ai accompagné plusieurs auteurs en histoire culturelle, sur des sujets de société, c'était assez varié. Et après, en changeant de maison d'édition, je suis plus allée vers d'abord la littérature étrangère, puis la littérature française. Et c'est vrai que quand on travaille dans une maison d'édition, quand on est salarié d'une maison d'édition, on travaille pour telle ou telle collection et donc on est peu enfermé dans un champ. Soit on va travailler en sciences humaines, soit on va travailler en littérature, soit on va travailler en livre de cuisine, soit on va travailler pour les albums jeunesse, mais on ne peut pas tout faire. Et parfois c'est frustrant parce que par exemple on peut avoir un coup de cœur pour un texte mais qui ne correspond pas à notre ligne éditoriale, à la ligne éditoriale de la maison pour laquelle on travaille. Et en tant qu'indépendant, eh bien, ça permet de pouvoir collaborer avec différentes maisons et donc sur différents champs. Franchis de ces contraintes. Et donc aujourd'hui, je peux travailler à la fois en littérature, donc j'accompagne beaucoup de romanciers, mais aussi parfois
en sciences humaines et aussi en texte de développement personnel, bien-être, puisque j'ai aussi une casquette de prof de yoga. Alors, j'enseigne plus aujourd'hui, Ok. mais je me suis formée à l'enseignement du yoga et notamment du yoga Kundalini, que j'ai enseigné à Nantes et en cours par Zoom. Et, et donc, toute cette approche m'a aussi ouverte à toutes les questions de bien-être, de développement personnel, etc. Et donc, j'ai aussi cette approche-là et je peux accompagner des auteurs dans ces secteurs-là, ou aussi ce que je fais aussi à côté de mon travail strictement d'éditrice. Je fais pas mal ce qu'on appelle de l'apport de projet. Ok. Et donc, je vais repérer des talents, des auteurs, les accompagner dans l'écriture et ensuite les mettre en relation avec les maisons d'édition qui pourront leur proposer un contrat d'auteur, d'autrice et les publier sous leur marque. D'accord. Tout récemment, là, cette année, tu as sorti un nouveau livre qui s'appelle Oser la douceur, que j'ai lu, que j'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Ce livre, ça a été un long cheminement et justement, il est né au cours d'un de ces cours de yoga. J'enseigne donc ce yoga Kundalini, qui est un yoga assez dynamique, qui est vraiment basé sur l'énergie. Et, euh, et en fait, les personnes qui assistent à mes cours, plusieurs viennent en fin de cours me dire ah là là, mais merci, merci pour cette douceur. Et au début, ça m'interpelle parce que comme c'est un yoga qui est très dynamique, je commence à me dire mais je dois pas bien enseigner, il y a un problème, c'est pas censé être doux. Et puis je vois que un autre élève me fait part de cela. Donc ça commence à vraiment me rendre curieuse et en fait je me rends compte que bah, je pense quoi que je transmets, cette douceur transparaît. Et là ça m'a interpellée d'autant plus que je pense que j'ai toujours eu ça en moi, mais en enfant né et ayant grandi dans les années 80, à une époque où la douceur, la gentillesse ne sont pas des valeurs mises en avant. Moi, je m'étais un peu dit, en fait, la douceur, c'est un fardeau un peu encombrant. Et si tu veux cheminer dans la vie et notamment réussir professionnellement, il va falloir mettre ça de côté pour avancer et réussir. Et donc, moi, j'avais vraiment associé ça à quelque chose de plutôt, oui, à quelque chose de l'ordre du fardeau. Et là, tout d'un coup, je me rends compte que des gens reviennent vers moi en soulignant cela et visiblement choisissent de venir à mes cours justement parce qu'ils trouvent cela. Et là, ça m'a vraiment interpellée et ça m'a fait changer de regard sur cette qualité ou valeur qu'est la douceur. Et à partir de là, c'est comme si une petite graine avait été plantée et j'ai eu envie eh bien, de comprendre ce que c'est la douceur, de peut-être la redéfinir et en tout cas d'enquêter sur elle et sur sa présence dans toutes les sphères de nos vies, y compris des sphères qui pourraient paraître très éloignées comme le monde du travail. Et, et ce qui m'a vraiment interpellée et ce sur quoi j'ai travaillé, c'est vraiment qu'en fait la douceur, c'est pas du tout le côté mièvre, cuculapraline, auquel on l'associe encore trop souvent, il me semble, mais que dans la douceur, il y a une véritable puissance, il y a une grande force de transformation et qu'il y a même une force révolutionnaire en elle. Et c'est ça qui m'a vraiment drivée pendant toute l'écriture de ce livre et ce que j'ai voulu transmettre et dire avec ce livre-là. Oser la douceur, c'est vraiment un plaidoyer pour réhabiliter la douceur, lui rendre ses lettres de noblesse et faire en sorte qu'on puisse peut-être jeter un nouveau regard sur elle. Pour toi, la douceur, qu'est-ce que c'est? Comment tu entretiens ou intègres la douceur dans ton quotidien?
comment tu composes avec la douceur. Qu'est-ce que tu en fais aussi, peut-être, de la douceur? Mm. Eh bien, grâce à l'écriture de ce livre et tout ce cheminement, j'ai vraiment choisi, et c'est vraiment une prise de décision, de la choisir comme boussole. Euh, on parlait de la joie aussi tout à l'heure, je crois. Il y a vraiment, je trouve que ces deux fils qui peuvent vraiment nous conduire dans notre quotidien, dans nos missions, dans nos activités professionnelles aussi. Je crois que la douceur, oui, c'est une boussole. C'est pas simplement une qualité, c'est vraiment une valeur et qui peut venir vraiment irriguer toutes les parts de nos vies. Moi, je dirais que comment la cultiver au quotidien. Je pense que déjà, pouvoir la témoigner et l'incarner et la donner à autrui, puisque la douceur, c'est quelque chose qu'on adresse à l'autre. Ou à soi-même. Et voilà, il convient pour pouvoir l'adresser à l'autre d'abord se l'offrir à soi-même. Donc c'est le premier mouvement, c'est d'abord d'être doux, douce avec soi-même. Et ça commence par des petites choses du quotidien. Moi, je me suis rendu compte que, voilà, aller voir la mer, par exemple, ça m'apporte de la douceur. Avoir le temps de bien faire les choses qui m'incombent, de mes activités professionnelles ou autres, de pas toujours être dans un rythme où on court, et où on est stressé, d'avoir vraiment le temps aussi d'apporter du soin aux choses et à mes activités, ça m'est précieux. Dans le livre, j'essaye aussi de créer une passerelle avec le lecteur ou la lectrice et de proposer des outils. Et un de ces outils, c'est de prendre le temps d'écrire et de faire sa propre liste des choses qui, dans la vie, nous apportent de la douceur. Alors moi, évidemment, écrire va m'en apporter, mais j'invite vraiment chacun, chacune à prendre un temps pour penser aux choses qui apportent de la douceur dans la vie. Parce que souvent, quand on a besoin de douceur, peut-être encore plus, c'est des moments d'inconfort. Et souvent, quand on est dans ces moments d'inconfort, on n'a plus toujours la présence d'esprit de savoir ce qui nous fait du bien, ce qui nous apporte justement cette douceur. Donc, d'avoir cette petite liste dans un coin, ça peut nous permettre d'aller grappiller, d'aller piocher, d'aller glaner ce qui nous fait du bien, ce qui nous ressource. La douceur, ça va être... Enfin, chacun va avoir sa définition et ses ressources, mais ça peut être voilà, d'aller marcher dans la nature, ça peut être le temps de lire un livre, ça peut être simplement le matin de prendre le temps de savourer son café ou son thé. En tout cas, je pense qu'il est important de la remettre au centre de nos vies, en tout cas de lui donner de la place, de l'espace, surtout dans ces périodes de chaos ou d'épreuves qu'on est en train collectivement de traverser. D'aller chercher ces espaces de douceur. Qu'est-ce qui t'inspire? La nature va m'inspirer, le beau, mais alors ça peut être une œuvre d'art, mais ça peut être aussi vraiment la nature. Les mots des autres, être percutés par une phrase, un rythme, une musique. Quand je lis un roman, par exemple, ça peut être entendre un auteur, une autrice ou même n'importe quel créateur dans une émission de radio ou un podcast, ça va m'inspirer d'entendre la voix. Oui, entendre les créateurs, quel que soit le domaine, parler de leur pratique, de leur art, ça m'inspire. Alors, tu pourrais écouter tous les épisodes de La Trame pour avoir un maximum d'inspiration. Je compte bien. Que souhaites-tu transmettre, partager à travers tes livres? Il y a peut-être différents axes, mais... Une question. Je pense qu'il y a le fait d'oser sa vie aussi. D'oser. On parle là beaucoup de création. Oui. On peut créer des œuvres, mais on peut aussi créer sa propre vie.
se rendre compte qu'on peut être à la fois, on est bien sûr l'acteur, mais on peut aussi être le scénariste et le metteur en scène. De se rendre compte qu'on peut vraiment s'employer à créer sa vie aujourd'hui et demain. Ça, je crois que c'est très important. De montrer, je pense que ce que j'ai envie de transmettre, c'est la joie du quotidien et la beauté que l'on peut trouver dans les petits maillons, les petits interstices de la vie et du quotidien. De se rendre compte que ce qui nous fait du beau, du bon et qui nous épanouit, c'est pas forcément des choses extraordinaires et inaccessibles, mais ça va être, je sais pas, une fleur qui va happer notre regard sur le chemin du travail, voilà, un échange de sourires, des petites choses simples, le goût du quotidien et de la simplicité. Que le beau jaillit de cette simplicité, que l'élégance et la délicatesse peuvent jaillir de la simplicité. Et ce que j'aime transmettre aussi, bien sûr, c'est le goût des mots, les histoires. Tu animes donc des ateliers, des retraites d'écriture. Comment tu les articules pour accompagner les personnes dans leur quête? Parce que j'imagine que chaque personne vient avec un défi, un enjeu, une envie, un besoin. Comment tu les accompagnes? Qu'est-ce que tu arrives à leur faire sortir d'eux? Si toutefois il y arrive. Il y arrive toujours. C'est ça la grande surprise des ateliers d'écriture, c'est d'avoir un temps, un espace bienveillant, sécurisant aussi pour oser l'écriture et de voir qu'en l'espace de 2 heures, 3 heures, quand on est sur un temps d'atelier, eh bien les participantes vont pouvoir sortir 2, 3 textes avec sur la même proposition. Moi, c'est ça qui me fascine toujours. Je propose un exercice et avec un temps d'écriture donné et à la fin on a X textes complètement différents avec la même proposition d'origine. Ça, c'est extrêmement fascinant. Je pense que ce qui plaît aussi aux participants, c'est de se rendre compte justement que, en effet, ils vont, même s'ils n'ont jamais touché à l'écriture jusqu'alors, ils vont réussir à créer, à produire un texte. Et ça, je sais que pour certains, c'est aussi assez enthousiasmant. Et donc, il y a vraiment ce côté d'exploration. Et moi, ce que j'aime, c'est de permettre aux gens d'oser l'écriture. Il y a vraiment... on va oser, ou avoir l'habitude, ça va être une évidence d'aller prendre un cours de poterie, d'art plastique, de musique. Et l'écriture, c'est toujours considéré un peu à part. C'est comme s'il y avait ceux qui savaient qu'il y avait le don et les autres, et que ce don était laissé à quelques personnes bénies des dieux et que les autres n'auraient pas le droit d'y aller. Alors moi, ce que j'ai envie de montrer, c'est qu'en fait, l'écriture, c'est extrêmement accessible, que tout le monde, il suffit d'avoir un cahier, un stylo pour pouvoir s'y adonner. Et c'est vraiment ça que j'essaye de transmettre dans ces espaces et comment je m'y prends. Souvent, il y a la passation d'outils, mais aussi d'inspiration. Pendant ces ateliers, c'est aussi des moments où je lis des textes des autres, où je donne aussi à découvrir des auteurs. Où ça peut partir d'un exercice extrêmement simple, comme trouver les synonymes d'un mot donné, de faire une liste sur telle chose. Et puis petit à petit, on déroule le fil et on va laisser la place à des propositions de plus grande envergure. Il y a, voilà, je dirais que c'est un ensemble d'outils, d'inspiration, et puis les textes jaillissent et rebondissent entre eux. Et je pense aussi que d'entendre les textes qui sont écrits par les autres participants permet aux unes et aux autres
aussi de laisser la place à l'inspiration, que ça rebondit, que les mots rebondissent les uns les autres et ça crée quelque chose et ça crée aussi de l'envie. Souvent aussi, quand on a un atelier d'écriture, on a un temps donné, donc souvent les gens ont envie de poursuivre un des textes commencés en atelier. Et donc, l'atelier, c'est une forme, voilà, on va plus simplement avoir envie d'explorer l'écriture. Et je propose aussi des accompagnements là pour des projets plus personnels. Là, ça va être des accompagnements sur mesure où j'accompagne des auteurs, autrices déjà publiés ou non, qui ont un projet en tête et qui ont besoin eh bien, d'un regard extérieur pour avancer dans leurs propositions. Et là, il va plus avoir, il y a un rôle de maïeutique, presque d'accoucheuse des textes. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui écrivait beaucoup avant, mais qui a une forme de page blanche ou en tout cas beaucoup de mal à s'y mettre? Et je ne parle pas du tout de moi, par exemple. Pas du tout. Ouvrir un livre au hasard dans sa bibliothèque et prendre la première phrase qui percute le regard, l'écrire et écrire un texte à partir de cette phrase ou de ce mot. De peut-être aussi s'adonner à l'écriture intuitive. Moi, un de mes outils préférés que j'utilise maintenant depuis, je pense, 2018, c'est l'écriture des pages du matin. C'est un exercice qui a été popularisé par Julia Cameron, qui est à la fois écrivaine, mais aussi coach d'écrivains et d'artistes. Elle a coaché de nombreux artistes aux États-Unis, tout domaine confondu, et a écrit un livre qui est surnommé la Bible des artistes et qui s'appelle Révéler votre créativité. Et Révéler votre créativité, c'est un livre qu'on trouve en poche en France. C'est un programme sur 12 semaines. Et chaque semaine, Julia Cameron propose des exercices différents, mais la base de ces 12 semaines, c'est l'écriture des pages du matin. Et les pages du matin, qu'est-ce que c'est? C'est 3 pages d'un format cahier d'écolier d'écriture intuitive automatique chaque matin. En tout cas, alors pas forcément juste au réveil, mais avant de s'adonner à nos tâches de la journée. Donc, 3 pages d'écriture automatique, intuitive et laisser sortir tout ce qui vient. Il y a un côté presque douche mentale, on va libérer l'esprit de tout ce qui l'entrave. Alors, des choses incohérentes vont sortir, puisque l'idée, c'est d'écrire aussi vite que ses idées. Donc, souvent, ça n'a pas beaucoup de cohérence. Ça peut n'avoir ni queue ni tête, c'est OK. Et vraiment, dans ces pages du matin, on se fiche de la ponctuation, de la grammaire, de la syntaxe. On peut oublier la ponctuation et les majuscules et autres. Et on essaye d'écrire aussi vite que les idées passent dans la tête. Et alors, la liste des courses va sortir, la to-do list du jour va sortir, mais au milieu de tout ça, il peut aussi avoir la petite graine, la petite pousse de créativité que l'on va pouvoir suivre ensuite. Alors justement, tu nous conseilles de piocher dans notre bibliothèque, mais dans la tienne, qu'est-ce qu'on peut trouver? On va trouver, il y a des autrices qui m'ont vraiment accompagnée, Colette, Françoise Sagan, Marguerite Duras. On va trouver aussi des romans noirs, on va trouver des romans graphiques, on va trouver beaucoup de textes de littérature étrangère traduits en français, notamment de la littérature latino-américaine. On va aussi trouver des albums pour enfants parce que je trouve que dans l'édition jeunesse, il y a des choses absolument formidables en termes aussi d'illustration, de fabrication, de format des livres proposés. Il y a des choses très très inspirantes en jeunesse. Et je crois que c'est pas parce qu'on est adulte qu'on doit se priver d'autant de bonheur. Il y a des merveilles absolues. Et surtout vraiment dans le façonnage, dans la fabrication, dans les papiers utilisés, dans les formats, dans la typographie aussi. Voilà, on trouve aussi des livres d'art. Voilà, différentes choses. Est-ce qu'il y a une autrice, un auteur ou un livre en particulier qui te chamboule?
Euh, Colette m'a beaucoup chamboulée, et je crois que je la cite d'ailleurs dans Oser la douceur, quand elle dit ma peau a une âme. Enfin, il y a vraiment, elle a une écriture très organique, très sensuelle. Elle fait vraiment appel à la nature, au sens. Je trouve qu'elle est très inspirante. Euh, les textes d'Annie Arnaud aussi, Annie Arnaud, pardon. Euh, voilà, me percute beaucoup dans ce qu'elle dit aussi de l'écriture, de cette matière assez organique. Après, je trouve que chaque livre que je lis va me percuter d'une manière ou d'une autre. Donc à chaque lecture, ce que j'aime, c'est ça que j'aime dans la littérature, c'est justement que les textes, les auteurs viennent nous bousculer, nous emmener parfois dans des terrains inconnus, et sont ainsi source d'inspiration, de découverte qu'on n'est pas tout à fait la même personne après avoir refermé un livre, que ces livres nous ont nourris d'une manière ou d'une autre, que ça laisse une trace, un impact, que ce soit dans la réflexion, le débat d'idées, la pensée, ou simplement quelque chose de plus sensitif, émotionnel. Je trouve que ça donne souvent envie soit de continuer à explorer l'œuvre de cet auteur ou cette autrice, ou alors d'aller créer soi-même. Il y a vraiment des vases communicants. Tu parles, je t'ai entendu évoquer les mots sens, organique. Tu as aussi un rapport au corps développé, puisque tu as pratiqué le yoga longtemps, beaucoup. Tu as parlé du toucher aussi, avec le choix des beaux papiers, l'amour du beau papier, des typographies. En fait, le beau, mais dans tous ces mots, est-ce que tout cet écosystème qui te compose, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que tu crées un lien entre le corps, les mots, le toucher, les textures, la matière, donc, oui, les sens? D'abord parce que pour moi, le fait d'écrire est quelque chose, pour moi, c'est vraiment de l'ordre du besoin, et que pour moi, l'écriture est une respiration. C'est le lien que j'ai pu faire aussi avec le yoga, et c'est pour ça que j'ai nommé à mon agence littéraire et éditoriale de souffle et de mots, de DE, parce que pour moi, l'écriture est vraiment une respiration. Ensuite, je crois qu'on écrit aussi avec ce qu'on est, qui a un rapport aussi très organique à l'écriture. C'est aussi physique l'acte d'écrire. C'est pour ça je trouve qu'il sort pas forcément toujours la même chose quand on écrit avec l'ordinateur, avec le clavier ou avec la main. Avec quoi écris-tu, toi? Avec les deux, mais je vois que la même chose ne va pas sortir, et que parfois, quand je suis bloquée devant mon ordinateur, et ben, le fait de repasser au stylo et au papier va dénouer quelque chose. La main, c'est le prolongement du cœur, des méridiens, et je pense qu'il y a quelque chose qui passe là, qui se passe en tout cas. Et oui, et pour moi, l'écriture, c'est aussi le fait de tisser. Et quand on revient à la matière que tu évoquais, pour moi, l'écriture, c'est vraiment un tissage des mots, des idées, de créer du lien avec ceux qui nous liront, ou à ceux avec qui on écrit quand on est dans un atelier. Donc oui, et puis pour moi, il y a quelque chose de physique. Mon corps lui-même a été impacté. Il y a quelques années, j'ai été confrontée à la maladie. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il me fallait écrire. C'est comme si toute la première partie de ma vie professionnelle, je m'étais mise au service des autres et au service des mots des autres. Et à un moment, la maladie est venue me réveiller en me disant, en fait, il est temps aussi que tu fasses entendre ta propre voix. Et j'ai vraiment eu un message clair qu'il est temps de te mettre à écrire, et je pense que l'écriture m'a aussi guérie.
Donc oui, il y a un rapport au corps très, Très puissant. très puissant. Est-ce que tu as des nouveaux projets à venir qu'on peut attendre patiemment ou est-ce que tu es sur d'autres choses? Non, là, je suis en phase d'exploration donc j'écris, je ne sais pas encore exactement où je vais, mais je pense que il y a le début d'un nouveau livre là qui commence à se dessiner. Donc là, c'est oui, vraiment un chemin d'exploration. Je ne sais pas encore exactement où ça va m'emmener, mais oui, on peut attendre patiemment. En tout cas, quelque chose est en train de s'écrire. Et, euh, et après, oui, j'ai des projets autres, notamment de ces retraites, ces week-ends d'écriture où j'ai envie justement, en dehors des ateliers, vraiment d'accueillir les auteurs, les gens qui ont envie d'écrire pour leur permettre vraiment d'oser, de se donner la permission d'écrire et d'avoir un écrin, un cadre, un espace, du temps pour pouvoir écrire. Parce que souvent, les gens qui viennent à moi pour des accompagnements me disent, en fait, soit j'écris toujours, depuis toujours, soit ça fait très longtemps que j'ai envie d'écrire, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'espace. Et donc, ces week-ends d'écriture ou retraites d'écriture, c'est vraiment de proposer cet espace-là et de dire oui, vous pouvez oser. L'écriture n'est pas réservée qu'à un certain nombre de personnes choisies sur le volet. Alors, de tout ce que j'entends, j'ai une petite idée, mais je vais conclure ce podcast avec une dernière question pour toi, Anne-Charlotte. Qu'est-ce que c'est pour toi la liberté? C'est tout. Je pense que c'est la valeur que je mets tout en haut de la pyramide. La liberté, c'est le fait de se choisir un métier sur mesure et voilà, aujourd'hui de travailler en tant qu'indépendante et de partir de mes outils, de mes talents et de me créer ce métier qui est polymorphe entre l'enseignement, la transmission, l'écriture. C'est de vivre au bord de la mer, de, de choisir un rythme de vie qui se reconstruit chaque jour, puisque chaque journée est différente de la suivante et de la précédente, parce que voilà, il y a un rythme très organique qui se met en place. C'est aussi j'apprends aussi à vivre selon le cycle des saisons. J'ai longtemps été à 1000 à l'heure et à vouloir avoir exactement le même rythme au mois de novembre qu'au mois de juin. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était pas possible et que c'était complètement OK d'avoir des temps plus lents, moins actifs. Et c'est OK d'avoir envie d'hiberner au mois de novembre. C'est ce que j'allais dire, tu vas rentrer en hibernation Très totalement. Mais en tout cas, je vois bien qu'on n'a pas les mêmes élans et la même dynamique tout au long de l'année. Et en tant que femme, pas tout le temps la même énergie tout au long de nos cycles. Et je crois que à partir du moment où on se réconcilie avec ça et que on ose épouser ces rythmes-là et se donner la possibilité de vivre en les écoutant, et bien je crois que ça nous donne en fait plus de créativité. Si j'écoute le moment où le rythme ralentit, eh bien je me rends compte que souvent ça va donner plus de possibilités d'éclosion quelques temps plus tard que de vouloir être toute l'année au même rythme. Je crois que c'est tout ça la liberté, c'est oui, de se donner les moyens, parce que c'est aussi des choix parfois courageux, de se donner les moyens de vivre une vie sur mesure. Merci immense, Anne-Charlotte, Merci Alice. pour tout ce que tu nous as partagé ce soir. Si on veut te trouver, on te trouve. Tu as un site internet, tu es sur les réseaux sociaux. Alors oui, je suis sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur l'envol des bas sablons. L'envol des bas sablons, et mon site internet c'est dessouffledemo.fr. Merci, je mettrai les liens en description.
Merci pour ton invitation et cet échange. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Je ne vous ai pas dit, mais il y a un mot que j'adore. C'est épanadiplose. Une épanadiplose, c'est une figure de style qui consiste à rebondir à la fin d'une phrase sur son début. Par exemple, je suis comme je suis. Ça, c'est Prévert. Grosso modo, donc, une épanadiplose, c'est regarder la boucle qui se boucle. Et c'est très joli. Sur le papier, j'ai remarqué que ça dessine l'infini. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, il me semble que c'est précisément ça, la trame. C'est lorsque l'âme tresse nos trajectoires, c'est lorsque nos trajectoires tracent la ligne de notre âme. Ça se passe au cœur de nos cœurs, là où ça bat et ça vibre, là où ça frissonne, là où l'essentiel. L'essentiel.